Bienvenue sur Entrepreneureuse, le podcast qui met en lumière des parcours inspirants et des initiatives innovantes. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent, s'engagent et transforment le monde à leur échelle. Entre audace, équilibre et impact, chaque épisode est une source d'inspiration. Alors, prête à explorer ces histoires fascinantes ? C'est parti, installez-vous confortablement et bon épisode. Bonjour Camille, Salut, comment tu enchantée. vas aujourd'hui ? Moi, je vais super bien. Il y a une part de moi qui est un peu anxieuse de faire ce podcast, une part qui est toute excitée, qui a bien préparé et qui a été hyper stimulée dans l'exercice et dans le fait de revoir ma vie à l'aune de l'anxiété. Donc, je suis trop contente de parler de ça. Trop chouette. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui, d'aborder cette thématique. Je te propose qu'on commence par une question brise-glace. Si ton Mhm. anxiété était un personnage de film ou de série, ce serait qui et pourquoi? Alors, j'ai essayé de trouver des trucs plus originaux que ça, mais en fait, celle qui me parle vraiment, et c'est anxiété dans Vice-versa. J'ai vu le film il y a un an et j'étais là, waouh, En fait, le mot anxiété, tu vois, je m'étais plutôt, enfin, j'avais de l'angoisse, de la peur, et là, c'était, ah ouais, c'est exactement ça, parce que à la fois parce que je vois vraiment à l'intérieur de moi toutes les parts de moi, ça résonne énormément. Et d'ailleurs, je me forme à une pratique qui est basée sur ça, sur le fait de voir les différentes parts de nous, un peu comme ces émotions. Et je vois comment parfois certaines de ces parts prennent le pouvoir. Et donc, quand anxiété prend les commandes de la manette, dégage les autres et disent, attendez là, il y a trop un risque à ne plus appartenir, à ne pas être vu comme quelqu'un de cool. Et ben, ça me rappelle quand même pas mal des comportements que j'ai fait jusqu'à au moins mes 25 ans où j'ai laissé beaucoup la place à l'anxiété aux commandes. Et voilà, à faire plein de comportements un peu compulsifs pour surtout que tous les scénarios catastrophes que j'imaginais qui s'accumulaient dans ma tête ne se passent pas. Super, merci beaucoup pour ce partage. On reviendra sur ce que tu as dit, sur le fait que tu travailles sur tes différentes parts. Je te propose de parler un peu de ton parcours professionnel et pourquoi pas aussi parler de ton parcours avec l'anxiété. Comme ça, on pourra évoquer justement ce travail avec ces différentes parts. Hmm. Alors, mon parcours, il est assez diversifié. Il a été coloré par pas mal de passions, tu vois. Enfin, j'ai eu plusieurs passions et en fait, j'avais aussi plusieurs caps dans ma vie. Et au début, c'était assez marrant et je le raconte comme ça, même si c'est un peu caricatural, mais j'ai, je me suis un peu identifiée à des gens que j'avais envie de devenir. Donc pendant un temps, genre, au lycée, je me suis dit, j'ai envie d'être Claire Chazal. Alors il faut que je fasse Sciences Po. Après, bon, je suis arrivée là-bas. Et après, j'avais envie d'être présidente de la République. Je me souviens des textes que j'avais écrits à je sais plus qui en disant, je voulais être présidente de la République. Mais après, j'ai changé d'avis et je voulais être quelqu'un de super inspirant. Jacques Séguéla. Euh, Pas pour avoir une Rolex avant 50 ans, mais parce que j'avais envie de faire élire les présidents de la République. Alors du coup, à ce moment-là, j'ai fait des stages à l'Élysée, j'ai fait des stages à Matignon, je suis allée étudier aux États-Unis comment Obama s'était fait élire pour devenir présidente de la République un jour. Finalement, on a fait en sorte d'être vice-présidente avec toute une équipe du BDE de Sciences Po, c'était cool. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien de pouvoir agir un peu comme en mode start-up. Et donc, après, j'ai voulu être Mohamed Younous. Et donc, j'ai voulu travailler dans les business à impact social et environnemental. Et donc là, j'ai bossé chez L'Oréal pour faire des achats, un levier d'impact social et environnemental. Puis dans un incubateur de Make Sense pour accompagner des grands projets de transfo d'innovation à impact. Et donc, j'ai eu un peu plein de vie et de passion et de, tu vois, de, oh, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis, j'y vais à fond et tout. Et j'apprends tout ce qu'il faut pour. Et puis un jour, j'ai fait plusieurs crises aussi de sens et de moments ou de pauses où j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et où ça buguait dans mon système. Et en fait, un jour, quelqu'un m'a dit, tiens, si tu allais à ce stage de communication non violente avec Thomas dans Sambourg. Et là, je me suis vraiment découvert. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, en fait, il y a un truc cool à l'intérieur de moi, si c'était ça que je voulais être, de devenir un peu la meilleure version de moi-même à moi. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire depuis à peu près 26 mois. Enfin, c'est venu petit à petit, tu vois, par étapes. Déjà, à chaque fois, je me rapprochais quand même de plus en plus de moi-même dans toutes les étapes que j'ai fait en allant chez Make Sense, en allant, en devenant indépendante.
Et donc là, aujourd'hui, dans ma vie pro, j'accompagne les organisations, les leaders qui se disent que la réussite de leur organisation et même de leur business, ça passera beaucoup par la qualité du dialogue qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, au codir, mais aussi avec les collaborateurs, la qualité de la relation, la qualité de la coopération. Et donc, l'idée, c'est en fait de créer une dynamique humaine et une expérience collaborateur ou une culture d'entreprise qui donne envie de se lever le matin, qui donne envie d'aller voir son collègue et de faire des trucs avec lui, et si possible, parce que j'aime bien accompagner ce type d'entreprise-là, d'avoir un impact positif sur le monde, que ça ait du sens en fait pour eux. Et voilà, donc concrètement, je fais des parcours de formation, j'anime des séminaires, et de plus en plus, je fais de l'accompagnement de l'entreprise un peu sur du plus long terme pour faire bouger la culture. Tu parlais de CNV, est-ce que tu peux nous en Ouais. dire un petit peu plus là-dessus? Oui, ce moment déclic dans ma vie. Donc la communication non violente, c'est... Alors moi, j'aime bien l'appeler communication empathique, mais Marshall Rosenberg, le fondateur, l'avait appelé comme ça. On pourrait croire, et c'est souvent malheureusement transmis très vite parce que voilà, parfois les formations sont courtes et donc souvent transmis comme une méthode de communication avec l'autre où on exprime à l'autre, voilà les faits, voilà ce que je ressens et voilà quels sont mes besoins. Euh, En réalité, c'est vraiment une pratique de discernement personnel. C'est d'abord et avant tout le fait de faire un dialogue et une communication avec soi-même. Et c'est ça qui a été transformateur, en fait, c'était d'apprendre à mieux me connaître euh, sans me mettre des étiquettes sur je suis comme ci ou je suis comme ça, même si ça m'a énormément aidé dans la vie. Les MBTI, les énéagrammes, de pouvoir me mieux, enfin voilà, de pouvoir comprendre un peu mes caractéristiques. Mais là, c'est apprendre à se connaître en communication empathique, c'est de pouvoir mieux comprendre nos besoins, nos élans de vie, ce qui nous rend heureux en fait, parce que quand nos besoins sont nourris, c'est là où on ressent de la joie, et quand nos besoins ne sont pas nourris, c'est là où on ressent des émotions désagréables, genre l'anxiété, genre la colère, la tristesse, etc. Et donc, c'est d'apprendre à comprendre ce qui se joue en nous quand on ressent une émotion désagréable ou quand on a des jugements très forts envers l'autre ou envers soi-même pour pouvoir enfin, ça permet d'avoir de la conscience, de pouvoir nourrir nos besoins nous-mêmes et de pouvoir aussi l'exprimer à l'autre et de mieux, et pareil ensuite, deuxième mouvement, d'avoir de l'empathie et de faire ce travail de connexion avec l'autre. Et donc, et là, créer un dialogue plus en conscience où chacun dit ce qui se passe en lui, en fait, quand il se passe telle ou telle situation. Et voilà, et ça m'a permis vraiment de clarifier ce dont j'avais besoin, de l'assumer, de repérer aussi des parts de moi qui avaient besoin d'estime de soi et de pouvoir être plus proactive en fait sur cultiver mon estime de moi, cultiver mes besoins, et donc être moins dépendante des autres pour y répondre et, euh, et voilà, et nourrir des relations qui sont tellement plus cool et authentiques depuis. Et ça a été quoi un peu les étapes du coup pour mieux te connaître, pour découvrir toutes ces parts de toi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je pense que ça a vraiment commencé. Ça avait commencé avant, mais il y a eu un gros déclic à un moment où je travaillais en agence de communication et où j'étais quelqu'un d'ultra passionné dans la vie et tout d'un coup, j'avais plus d'envie. Et donc, je me disais, bon, je vais chercher dans des boîtes un peu comme ça. Et en fait, j'avais plus envie non plus. J'étais, ah mince, est-ce que j'ai perdu mon feu? Est-ce que c'est parce que ça y est, j'ai 25 ans et c'est fini? La passion, c'était un truc de jeune. Ah, en fait, je suis déconnectée de moi-même et j'ai besoin d'apprendre à me connaître. Et donc là, j'ai commencé de la thérapie et là, j'ai refait un quasi burn-out parce que, voilà, pour plein de raisons. Là, j'ai fait la CNV, enfin, je suis allée dans ce stage de CNV. Là, je suis tombée amoureuse 30 fois, c'est-à-dire des 30 personnes de mon collectif grâce à qui j'ai appris, j'ai créé un réseau hyper fort de gens avec qui on s'aime et on s'est vu hyper vulnérables. Et puis dans les étapes, il y a eu aussi la rencontre avec mon mari, où, qui m'a aussi permis, c'était une relation vraiment guérissante, quoi, pour apprendre à m'aimer, enfin, à accepter qu'il m'aime et à l'aimer.
Et voilà. Et puis après, du coup, CNV, puis je me suis formée à pas mal de choses. En fait, je vais dans beaucoup de stages pour pouvoir approfondir, plonger, tu vois, à l'intérieur de moi, apprendre à mieux me connaître. Et du coup, derrière, faire des choix plus ajustés. Donc, c'est comme ça que petit à petit, je suis devenue facilitatrice. euh, en 2020, quand il n'y avait plus de boulot, et que voilà, je me suis lancée pour faire des initiations à la communication empathique en ligne, parcours coulisses, qui a été une révélation pour moi, en fait, de me sentir ultra à ma place, de parler de ces sujets, en fait, et d'apprendre aux gens à devenir un peu leur propre psy, à mieux se connaître et à mieux s'aimer, et du coup, à pouvoir mieux relationner avec les autres. L'utiliser, je me suis aussi formée sur euh, tu vois, l'accompagnement des organisations avec l'élément humain. En ce moment, je me forme à une autre approche encore qui s'appelle l'Internal Family System, qui à la base est une approche thérapeutique pour apprendre justement à aller à la rencontre des différentes parts de soi. Je me forme avec quelqu'un qui s'appelle Isabelle Desplat, qui est aussi formatrice en communication non violente. Et ça, c'est hyper fort pour moi. Je sens que ça m'aide beaucoup et j'ai vraiment une intuition que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup dans l'entreprise, en fait. Malheureusement, on n'est pas formé à ça à l'école. Nos sociétés nous ont plutôt appris à juger et, euh, et à être dans des pensées binaires un peu, c'est comme ça ou c'est comme ça. Et du coup, ben, comment est-ce qu'on peut, enfin, à quels endroits est-ce qu'on peut peut-être apporter ces connaissances-là, cette conscience-là? Où est-ce qu'on fait, en fait, ben, là où on en a besoin, ben, c'est soit dans les familles, mais généralement dans les familles, il n'y a pas cette habitude de se former, soit dans les entreprises. Et en fait, les entreprises, c'est vraiment un lieu du vivre ensemble où on a besoin d'apprendre à se former et de découvrir des nouvelles manières de voir le monde et les relations. Et où je crois que ces outils vont vraiment contribuer de plus en plus, en fait. Amener plus de dialogue, de bien-être et de coopération. Et du coup, ton personnage préféré, anxiété, est-ce que l'anxiété a influencé tes choix de carrière d'une manière ou d'une autre? Comment tu Hmm, l'as perçu? grave. Ça se sent bah, dans l'histoire que je vous ai racontée là. J'ai envie d'être la Chazal, j'ai envie d'être le président de la République, machin. Ça sent qu'il y a cette envie de donner le meilleur, d'être la meilleure, etc. Et donc, voilà, cette injonction un peu autoritaire, enfin, carrément autoritaire à l'intérieur de moi, ça crée énormément d'anxiété. Et c'est marrant parce que les gens, ils hallucinent quand ils découvrent que j'ai beaucoup d'anxiété parce que j'ai une confiance apparente et une énergie, etc., qui fait que ça ne se voit pas. Mais à l'intérieur de moi, c'est genre, ah, c'est la panique parfois. Et parce qu'il y a une part de moi qui croit qu'elle n'arrivera pas, et que c'est une grande impostrice et qu'elle n'arrivera pas à réaliser ses rêves hyper ambitieux, en fait. Et donc, ça fait que je bosse beaucoup, que je bosse pour deux. Je me souviens, genre en terminale, je fichais 2 livres d'histoire géo. Tu vois, j'en fichais pas un, j'en fichais 2. Et ce qui est cool, et heureusement, c'est que j'adore apprendre. Donc, du coup, c'est vraiment du plaisir pour moi. Et donc, heureusement que je suis devenue indépendante et que je peux avoir moins de missions et pouvoir les faire à fond. Mais bon, quand même, j'espère qu'à un moment, je vais pouvoir vraiment décliquer encore plus profondément. Mais pour l'instant, ça me va encore, en fait, de vivre avec cette anxiété qui me fait bosser plus parce que, du coup, comme j'ai choisi d'avoir quand même moins de missions pour pouvoir le faire à fond, je prends énormément de plaisir à ça. Mais c'est quand même c'est beaucoup de fatigue, en fait, de fonctionner comme ça. Donc, heureusement que parfois, je me dis stop, quoi, quand c'est pas possible. L'autre truc de ce que ça a influencé, enfin, c'est que ça m'amène beaucoup d'agitation et donc un peu de drive, d'énergie. Allez, on va explorer plein de trucs, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et parfois, j'ai envie de tout de suite. Tu vois, enfin, quand je te raconte la vision et la vocation que j'ai pour accompagner les entreprises et même en fait le monde, peut-être même les familles, à créer des espaces de dialogue, je me dis, mais pourquoi j'ai pas dès maintenant, tu vois, des missions énormes pour avoir un impact super fort, etc. Et donc, ça me donne du drive pour aller loin, explorer plein de choses. Et en même temps, parfois, je me rappelle, attends, Camille, meuf, t'as 36 ans. Tout va bien, t'as déjà fait plein de trucs et c'est génial tout ce qu'il y a, mais t'as toute ta vie, tu vois, pour, pour faire ce que t'as envie de faire et il y a pas tant d'urgence que ça, quoi.
Et puis, l'autre truc, c'est que bah, comme j'ai enfin, ça m'a poussé, comme je vous l'ai dit, à aller vers des trucs un peu prestigieux. Le fait de vouloir être la meilleure et tout, à certains moments, je me suis un peu paumée sur qui j'étais vraiment, est-ce que je voulais être vraiment, enfin voilà, est-ce que je voulais vraiment être moi. Et j'ai aucun regret sur ça, parce que par contre, ça me fait trop marrer d'avoir bossé à l'Élysée, d'avoir poussé la porte de la Maison Blanche et d'aller dans des milieux qui aujourd'hui, enfin, ou justement qui sont pas ceux où tu as l'authenticité comme valeur forte. Et aujourd'hui, je trouve ça trop marrant, tu vois, d'apprendre à petit à petit détricoter des masques que je m'étais mis ou des mécanismes et de me voir évoluer, quoi. Trop bien, merci pour ça. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as ressenti de l'anxiété? Et si oui, c'était comment? Alors, le premier souvenir qui me vient, enfant, c'est en CM2 où je suis dans la cour d'école. Il y a les gens cool, tu vois, qui jouent entre eux. Et moi, je suis là, mais où est-ce que je dois être? Quelle est ma place? Et tu vois, le doute un peu existentiel de savoir où j'appartiens, d'avoir envie d'être avec les gens cool et en même temps, pas du tout. Et de rechercher ma place dans ce monde-là. Et c'est une question assez existentielle dans ma vie de quelle est ma place, qui je crois est une question existentielle assez partagée par pas mal d'humains. Mais voilà, ouais, ce petit souvenir d'école qui me, qui me hante parfois, que je suis allée un peu réparer et, et guérir, mais c'est un petit fil rouge dans ma vie, je crois, être à ma place dans un groupe. Et ça se manifeste comment chez toi, l'anxiété? Est-ce que c'est plutôt physique, mental, émotionnel? Là, tu parlais beaucoup de être à sa place, de quête de sens. Mais est-ce que tu as des manifestations physiques aussi? Grave, grave, ouais, les quêtes d'essence et tout, c'est les mots que je mets pour quand je clarifie ce qui se joue vraiment, mais c'est dans mon corps, c'est entre ma gorge et sous mon estomac, il y a comme une sorte de tube rigide qui fait zzzz, qui m'envoie du taz, tu vois, genre comme les policiers là. Zzzz. Donc il y a ça, tu vois, qui est tendu et qui est en mode genre bouge, 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 bouge. Dans ma tête, il y a une agitation. Ça va vite. Il y a beaucoup d'idées de ah, on peut faire ça et on peut faire ça. Et la chance que j'ai par rapport à des gens qui peuvent avoir une anxiété qui paralyse, c'est que moi, j'ai une anxiété qui me fait bouger. Alors, elle me fait bouger un peu dans tous les sens parfois. Ma mère m'appelait son petit feu follet. Mais elle me fait bouger et quand même, parfois, c'est cool, quoi. Non, la plupart du temps, enfin, ça me fait explorer plein de choses et parfois, ça va au bon endroit. Et après, il y a aussi, ça c'est plus insidieux, c'est tu vois, des pensées qui m'assaillent en fait, mais qui viennent en mode un quart de seconde, tu vois, tu n'as même pas forcément le temps de les capter, mais elles viennent saboter mon système, tu vois, mais elles viennent me saboter. Donc c'est soit des pensées limitantes, non mais tu sais pas faire ça, soit des trucs, ouais, genre t'es toute petite, machin, soit genre il faut que tu sois la meilleure, machin, mais pourquoi c'est pas toi qui fais ce truc extraordinaire? Et voilà. Ou alors des flashs de scénarios cata, tu vois, il pourrait se passer ça et ça, etc. Mais comme, enfin voilà, c'est très, ça vient et puis hop, je passe à l'action. Et donc c'est un peu ça la manifestation chez moi. L'action est un couvre-feu, quoi. Est-ce que tu as travaillé sur tout ça? Parce que tu as vachement de conscience en fait de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est des choses que tu as travaillées? Et si oui, bah, avec qui? Toute seule, par ressources? Enfin, comment tu as travaillé là-dessus, quoi? Hmm. Alors la première étape, ça a été la prise de conscience. Parce que c'est quoi la phrase de Jung qui dit tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Donc la première étape, ça a été vraiment la prise de conscience. Et je me souviens, dans la vingtaine, un ostéo qui m'avait dit, est-ce que vous êtes stressé? Moi, non, pas du tout. Je courais partout et j'allais dans des endroits qui ne me ressemblaient pas. Mais je n'avais pas du tout conscience d'avoir de l'anxiété ou du stress. Et donc, ça a été la prise de conscience de ça. Et donc après, d'apprendre par les stages que j'ai faits,
c'est pour ça que j'adore les stages et les formations, c'est pour apprendre à développer de l'autonomie, pour apprendre à m'accompagner seule. Ça veut pas dire que... Et ça, parfois, enfin, c'est hyper important aussi de savoir se faire accompagner par des professionnels quand on n'arrive plus à faire seul. Mais je pense que j'ai mis beaucoup d'attention et d'ailleurs, je pense que c'est le truc principal que je transmets dans mes formations, c'est l'importance de développer un observateur intérieur qui nous permet de repérer quand on est dans un piège. Ouais, par définition, quand on est dans un piège ou quand on a une croyance sur nous-mêmes, une croyance, par définition, on est persuadé que c'est la vérité. Genre, je suis une impostrice, c'est de la vérité. Il y a des moments où on a vraiment besoin d'un accompagnement externe, mais on peut développer petit à petit, et ça prend du temps, ça prend peut-être toute une vie, de l'autonomie pour s'auto-accompagner. Et donc la formation à la communication empathique ou non violente, puis en ce moment la formation à l'Internal Family System que je fais avec Isabelle Desplat me permet de développer ça, une capacité d'observer, mais aussi d'apprendre à ressentir dans mon corps. Tiens, si tu vois, l'anxiété, elle est où? Elle se manifeste comment dans mon corps? Elle se manifeste comment dans ma tête? C'est quoi les pensées qui vont avec? Et puis de me demander, ou lui demander à cette part qui a de l'anxiété, ok, je vois que tu fais tout ça. C'est quoi ton intention positive pour moi? Parce que toutes nos parts, même quand elles font des trucs agressifs envers nous-mêmes, agressifs envers les autres, elles ont toutes une intention positive pour nous. Mm. Et elles viennent chercher à protéger quelque chose. Elles sont là pour nous aider, en fait. Donc, par contre, elles le font pas de la meilleure manière. Parfois, elles font d'une manière héritée du passé et elles croient qu'il faut encore faire ça. Et donc, Mm. c'est là où on peut aller les voir pour voir enfin, ce qu'elles essayent de faire et voir ce qu'elles croient. Elles n'ont pas des croyants, des fardeaux qu'elles traînent depuis longtemps. Et en fait, elles cherchent, c'est d'apprendre à les, tu vois, les voir et genre vraiment leur faire un gros câlin, en fait. Et ça, alors, je sais pas si c'est perché, j'aimerais trop faire un sondage pour voir à quel point ça résonne chez les gens. Parce que, en fait, c'est génial de comprendre, mais il y a un seul truc qui guérit, c'est l'amour. Mm. C'est d'apprendre à se donner de l'amour à soi et à ces parts-là, plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne nous le donner d'être vénère contre nos parents parce qu'ils ne nous les ont pas donnés à la manière dont on aurait aimé, parce qu'eux-mêmes étaient bloqués par d'autres trucs. Et donc, c'est de développer un espace en soi, enfin une relation à soi où on peut repérer toutes les parts de nous-mêmes qui agissent de manière tragique et apprendre à les trouver trop mignonnes, tu vois, parce qu'elles sont là pour nous aider, quoi. Et donc, s'il y a de l'anxiété qui vient faire attention, il y a peut-être un danger, bah, elle est trop chou, elle est en train d'essayer de nous montrer s'il y a un danger ou pas. Et en fait, de développer un espèce d'adulte ou de thérapeute intérieur qui peut leur donner de l'amour et qui peut les comprendre, qui peut refaire dialoguer cette part qui a de l'anxiété avec les autres et voir ce qu'elle cherche à faire, quoi. Rebondir sur ce que tu disais, est-ce que essayer de s'aimer, c'est pas le travail de toute une vie finalement? Et Ouais. surtout, en fait, on évolue, donc de s'aimer aussi à chaque période de notre vie avec qui on devient. Est-ce que c'est pas le travail d'une vie en vrai? Mais grave. En fait, à un moment, je me suis dit, bon, ben ça y est, je suis allée apprendre à m'aimer et tout. Et après, j'étais là, mais pourquoi ça revient? Pourquoi c'est pas réglé, quoi? C'est bon, on a donné de l'amour, maintenant c'est bon, tu vois, c'est censé évoluer. Donc là, c'était une autre part de moi. Et en fait, c'est trop marrant de voir que la vie, on dit l'impermanence de la vie. Donc il y a forcément des choses nouvelles qui arrivent dans la vie qui viennent réactiver d'une autre manière, en l'occurrence l'anxiété ou les parts qui ont appris à faire comme elles avaient appris à faire, quoi. Et donc, c'est ça s'en va et ça revient en fait. Et ma croyance aujourd'hui, c'est plus que ça va être guéri à tout jamais. C'est que ça va être, on va pouvoir déjà enfin, faire un processus de guérison. Mais en fait, ce processus de guérison, je crois, mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a des gens, ils sont guéris à tout jamais et ils restent dans un état d'être et de sérénité tout le temps. Alors, peut-être, Seulement. hein, mais je sais pas ce qu'ils font dans la vraie vie. Enfin, je sais pas s'ils ont des enfants. Je sais pas si ils connaissent les crises économiques, les crises géopolitiques. Peut-être qu'ils sont bloqués dans la forêt. Enfin, donc, dans la vraie vie, il y a tellement de changements et d'évolutions et d'interactions humaines avec des parts blessées. Enfin,
que bien sûr qu'on va être réactivé. Donc, moi, mon objectif maintenant, ou mon intention, c'est que les montagnes russes émotionnelles de ma vie, elles aient moins d'amplitude. Que Hmm. à force de cultiver mon estime de moi et ma relation avec moi-même, ça aille pas dans aller au fond du seau et remonter, ah, ça va trop bien, mais que ça soit plus stable en fait Plus lisse et un plus peu, ouais. apaisé et de développer cette autonomie à aller d'abord observer puis accompagner quand ça vrille en fait, Hmm. ou aller chercher les ressources à ce moment-là quand j'en ai besoin. Et quand tu fais pas mal de parallèles du coup avec le travail, ton travail, ta carrière, ce qui s'est passé, est-ce que l'anxiété, c'est une forme de moteur du coup? Enfin, comment tu vis en fait l'anxiété dans ton travail? Ça se passe comment? Hmm. Ben, déjà, c'est devenu la matière première de, de ma vision du monde, en fait. Un jour, j'ai posé des mots sur ce que j'avais envie de contribuer au monde et c'est de donner une juste place aux émotions. Euh, et pourquoi? Bah, pour créer une vraie qualité de dialogue et de connexion les uns avec les autres. Donc, mon premier périmètre d'action, c'est l'entreprise, c'est là où je connais le mieux. C'est c'est et j'ai d'autant plus envie d'aller là-bas que je sais que les émotions sont un passager clandestin dans ces espaces-là. On fait comme si elles n'existaient pas. Et du coup, quand on fait comme si une émotion n'existe pas en tant que personne ou en tant qu'organisation, ben, l'émotion, elle prend encore plus de place. Soit elle est sous le tapis, mais ça, c'est l'éléphant dans la pièce, en fait. Et, et, et je crois qu'en fait, on a besoin d'apprendre individuellement et en tant qu'entreprise et collectif à donner une juste place aux émotions et à nos parts, tu vois, qui parfois veulent un peu contrôler ou veulent protéger. Et donc ça, je pense que bah, c'est un travail individuel, mais ça, je crois qu'on peut le faire en entreprise aussi. Et donc, le fait de pouvoir découvrir plein de nouveaux mécanismes en moi, et je trouve ça vraiment passionnant, tu vois, cette quête de comprendre comment les systèmes humains fonctionnent et ont une créativité extraordinaire pour, pour obtenir bah, ce qu'ils veulent, mais de manière parfois tragique. Donc, du coup, de travailler sur moi, ça me permet d'apprendre aussi à savoir comment on peut accompagner les personnes et aussi les organisations, même si elles sont pas prêtes à aller toutes à ce niveau-là, hein. Et donc, j'ai pas l'exigence que tout le monde aille au niveau de conscience et de quête d'authenticité presque radicale, tu vois, de sincérité radicale que j'ai envie d'avoir moi. Mais en fait, déjà, des tout premiers petits pas, de mettre de la conscience, de dédramatiser nos émotions, d'apprendre à repérer nos jugements, tu vois. Quand je suis en train de me dire que lui, il est insupportable ou de supposer que enfin, ça ira jamais mieux avec lui, avec tel collègue, donc je vais l'éviter. Mais juste d'observer et de repérer que c'est des jugements et un jugement, c'est en fait une expression maladroite d'émotion et de besoin. C'est Marshall Rosenberg qui le disait. Et donc, voilà, de donner dans l'entreprise, j'ai envie pour commencer, pour celles qui sont curieuses, de donner des premiers outils pour observer. Et puis après, petit à petit, aller plus loin, en fait, dans la quête de soi, là où c'est utile, en fait. C'est Will Schultz, qui est un grand chercheur américain qui a beaucoup travaillé sur les organisations, il a travaillé sur la Navy américaine, qui disait que l'ouverture, donc cette capacité à parler bah, s'ouvrir à l'autre sur ce qui se passe, ce qui se joue à l'intérieur de soi, c'est le plus grand simplificateur des relations. Et, et la sécurité psychologique, d'après donc qui permet du coup d'avoir de l'ouverture, c'est le plus grand facteur d'explication de la performance d'une équipe, d'après l'étude d'Aristote de Google il y a quelques années. Donc voilà, moi j'ai une conviction très forte, une vision que les émotions vont prendre une place de plus en plus importante dans les organisations. Soit on va les subir, surtout avec les enjeux de santé mentale qui sont de plus importants, les risques psychosociaux, etc. Le Covid a ravagé énormément de personnes, en fait. Donc, soit on va subir les émotions, soit on apprend à leur donner une juste place.
et pas toute la place, hein. L'idée, c'est pas de faire des météos. Je déteste les Surtout pas de météos, d'avoir météo. l'injonction de faire des météos, alors que les gens, ils sont pas du tout en sécurité pour partager vraiment leur authenticité. Donc l'idée, c'est pas de l'imposer au forceps, mais c'est de créer, tu vois, avec, en dédramatisant, avec joie, avec curiosité, de l'espace pour parler de ces sujets-là, ou au moins pour observer ce qui se passe en soi. Que tu trouves qu'il y a de l'évolution déjà dans les entreprises par rapport à ça? Est-ce que c'est mieux accueilli? Euh, Parce que c'est vrai que tu parlais que dans les entreprises, il y avait beaucoup de masques, que les émotions n'étaient pas forcément présentes. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Ben, moi, j'interviens dans des milieux extrêmement différents. Je travaille autant chez KPMG que dans une petite association qui fait de l'accueil de SDF à la Défense. Hier, j'étais avec des vignerons engagés ou avec la régie Les Échos Le Parisien. Et tu vois, à la régie Les Échos Le Parisien, par exemple, une boîte assez classique, on a fait un atelier sur on mettait deux départements sur le divan du psy. Et en fait, on a fait émerger tous les jugements qu'ils pourraient avoir les uns envers les autres. Enfin, c'était pas des départements, mais c'était le print, le digital. Et on les a déconstruits. Et en fait, et du coup, on a créé un espace où on parlait d'émotions, de besoins derrière nos jugements. Et à chaque fois, ça marche. Et je me dis, non, mais là, ça va pas marcher autant. Il va pas y avoir, tu vois, une sorte de connexion des cœurs et de bienveillance. Et à chaque fois, ça marche. Vraiment, j'hallucine, en fait. Du coup, bah, les gens, j'ai l'impression qu'ils attendent que ça, en fait. Et que, Hmm. genre, ah, mais je comprends mieux. Et je me comprends mieux et je comprends mieux l'autre. Et ça libère, quoi. Ça libère Hmm. énormément de pouvoir avoir un espace où on s'autorise à aller là-dedans et où, du coup, on sort, parce que ça fait plaisir à qui de juger ou de juger, de se juger soi ou de juger l'autre. Personne. C'est des stratégies que Personne. Hmm. au final, qui sont hyper tragiques en fait. Et c'est juste la stratégie autoroute la plus simple, Hmm. réflexe. Et donc, de pouvoir avoir une autre voie que de faire le hérisson ou le paillasson, mais de pouvoir en fait dialoguer, ou la manipulation, le polisson, et de pouvoir dialoguer avec soi-même et avec l'autre, ça fait trop du bien. Hmm. Après, pour l'instant, enfin, en gros, je sens beaucoup de curiosité, d'envie, tu vois, d'entreprises qui ont envie d'initier. Je connais encore peu d'entreprises et de leaders en fait qui se disent il faut vraiment transformer. J'en ai rencontré heureusement, j'ai bossé dans un cabinet enfin c'était dans un département conseil d'un cabinet de développement durable et le leader m'a dit j'ai envie de former mes 80 consultants à cette approche-là pour développer vraiment une culture du dialogue basée sur le feedback mais basée sur la connaissance de soi, prendre la responsabilité et oser être soi-même en fait, oser exprimer qui on est. Parce qu'il disait, mais j'en ai marre que les gens claquent leur démission et que je découvre une nouvelle facette d'eux, en fait. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas accueillir cette facette-là et qu'on voit comment elle peut contribuer dans notre orga, dans ce qu'on veut faire? Et donc, il y en a des leaders qui sentent ça et puis ils commencent à se sentir de plus en plus légitimes de pouvoir exprimer cette partie d'eux-mêmes. Donc, ça arrive, ça augmente et je suis sûre que ça va augmenter de plus en plus le nombre de gens qui veulent aller là-dedans. Trop bien. Euh, voilà. Un peu d'espoir pour ça, pour la suite. Le fait qu'il y ait un contre-mouvement et qu'Elon Musk dise que l'empathie, c'est la faiblesse numéro un de l'Occident, que c'est ce qui ravage l'Occident, pour moi, c'est un signal en fait. Parce que quand un mouvement est en train d'émerger, tac, il y a de la résistance qui augmente. Donc Hmm. Trump et Musk sont le signal d'une résistance d'un système qui est en train d'émerger, d'un système qui a envie de vivre avec plus d'authenticité, avec plus de sobriété, avec plus de durabilité et de meilleure capacité à être en relation. Donc, il y a des allers-retours. Et on va créer des petits îlots de cohérence où on montre que c'est possible de vivre dans ces espaces-là. Selon toi, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais qu'est-ce qui fait que ça émerge autant ces dernières années, cette écoute des émotions, cette écoute justement, on parle de plus en plus de l'anxiété alors qu'avant c'était hyper tabou, bon ça l'est encore mais beaucoup moins. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une évolution, que c'est pris en compte et qu'on a envie en plus de l'impulsant d'entreprise alors qu'il y a des générations, et je n'apporte pas de jugement là-dessus, mais qui ont fonctionné sans?
Qu'est-ce qui Mm. fait qu'aujourd'hui on a envie d'apporter notre singularité aussi au sein de l'entreprise, quoi? Alors, j'ai pas une réponse scientifique et structurée là-dessus, mais je vais te donner quelques éléments que je vois. Le Covid a accentué vraiment les vulnérabilités de santé mentale, avec une augmentation du nombre de suicides, une augmentation forte de l'anxiété, des troubles généralisés de l'anxiété. Et, et il y a eu aussi, enfin, il y a depuis quand même enfin, depuis pas mal d'années, tu vois, la barrière entre la vie pro et la vie perso est en train de se réduire, ce qui permet d'amener plus d'authenticité et du coup de mettre sur la table des sujets en fait, qu'on ne peut plus cacher, donc nos émotions. Je pense que s'il y a un effet de génération où enfin, une nouvelle génération, mais en fait, ça concerne pas que, c'est pas qu'une question d'âge. Il y a des gens plus âgés qui appartiennent en fait à ce mouvement à un nouveau système de valeurs qui évolue, enfin, qui apparaît, où on s'autorise à aller chez le psy. On comprend que ça veut pas dire qu'on est malade, tu vois. Bah, moi, je me souviens quand mes parents ils trouvaient qu'aller chez le psy, c'est vraiment quand on avait un problème, quoi. Enfin, qu'on avait ouais, un problème psychologique grave, quoi. Et donc, du coup, de plus en plus de gens quand même sont accompagnés. Il y a aussi énormément la parole se libère. Il y a aussi beaucoup plus de ressources accessibles, grâce à, enfin, des podcasts, etc., où les gens, où la parole se libère et donc ça autorise les gens et donc on lance enfin, donc du coup, les gens repèrent ce qui était inconscient. Tu vois, les mécanismes inconscients de je suis fort. Je dois absolument être fort et je dois ne montrer aucune vulnérabilité. Cette croyance-là, elle est challengée. Elle est challengée. Hmm. Il y a des gens qui l'ont moins, en fait. Et qui, du coup, et même d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser au TEDx de Brené Brown qui montre qu'en fait, les gens qui sont les plus épanouis, c'est ceux qui comprennent que être fort, c'est être vulnérable et trouver ça normal. Parce qu'en fait, on est des humains, on est imparfaits, c'est normal qu'on soit pas parfait, qu'on ait des vulnérabilités et des émotions et que parfois, genre, ça soit la panique à l'intérieur. Et du coup, tu vois, même la recherche aussi scientifique nous permet, nous soutient en fait dans, genre, ah, en fait, on peut le dire maintenant, c'est plus un secret. Et du coup, ça autorise. Et quand il y a des gens qui s'autorisent à faire quelque chose, ça donne l'autorisation aux autres. Moi, ça, c'est un de mes moteurs à moi. C'est de, tu vois, si je te raconte autant ma vie en détail sur tous mes dramas intérieurs, etc., c'est. Et que du coup, il y a une part de moi qui dit, mais c'est la honte, t'es malade de raconter tout ça. Et en fait, une autre part qui se dit, mais non, t'es juste humaine, c'est normal. Et donc, si tu t'autorises à être toi-même, mais peut-être que ça va résonner avec d'autres et que ça va leur donner l'autorisation aussi d'être comme ça et d'être eux-mêmes dans l'entreprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut du coup partager nos émotions tout le temps, partout, et qu'elles prennent toute la place, hein. On a une juste place. C'est Hmm. important aussi d'avoir d'autres élans que juste de parler de nos émotions. Euh, voilà, donc je pense que la parole qui se libère en libère à nouveau. Tu vois d'autres raisons, toi? Non, justement, c'était cette question de je m'autorise, donc les autres s'autorisent, on parle beaucoup de vulnérabilité, justement, et t'en as parlé, je voulais te dire du pouvoir de la vulnérabilité. Euh, et puis de cette crise un peu existentielle aussi qu'on a eue avec le Mm, Covid. mm, Ce besoin de sens, ce besoin d'exister, ce besoin de liberté aussi. Je pense que derrière, il y avait beaucoup de ça. Et quand on a besoin de liberté, ben, on a besoin aussi d'être nous-mêmes, ça passe par là. Enfin, pour moi, en tout cas, liberté égale exister avec notre singularité. Euh, et puis oui, c'est vraiment aussi le fait que la parole se libère. Et pour ça, c'est super. Et c'est un des objectifs du podcast, justement, de pouvoir mm, donner la parole pour que mm. ça se libère et que d'autres le fassent. Ça, c'est hyper puissant. Et c'est magnifique parce que en faisant ça, enfin, tu vois, toutes les personnes qui travaillent sur elles, elles travaillent pas que sur elles. Hmm, Ça a un effet systémique sur leurs systèmes familiaux, sur leur système dans leurs organisations. Et hmm, d'ailleurs, c'est pour ça que Thomas Dansembourg, il parle d'intériorité citoyenne. C'est hmm, pas du développement personnel, en mode je pense à ma gueule, ah, j'ai découvert mes émotions et mes besoins, et du coup, je les impose et je suis dans la dictature de mes besoins aux autres. C'est apprendre à repérer ce qui se passe en soi, mais pour pouvoir mieux relationner avec les autres et être curieux de ce qui se passe pour les autres, en fait, hmm. aussi. Et donc de pouvoir mieux vivre ensemble. Et,
Et ça a vraiment un impact. Ma sœur, elle me dit souvent ça, tu vois, que le travail que je fais sur moi et le fait du coup de, d'en parler et de l'amener dans la famille, ça fait bouger la famille. Hmm. Euh, et ça me touche trop, ce compliment. Et parce que bah, ça autorise. Voilà. Ouais. Puis un peu ce truc de, des fois, on attend le changement de l'extérieur, alors que si Mm, on est la personne qui impulse le changement, il y a toute une avalanche de choses qui se déclenchent derrière, et il n'y a pas besoin de soulever des montagnes au début, juste des petites actions, ça peut faire bouger tellement de choses. carrément. Et je pense à une autre raison quand même, c'est qu'on est dans un siècle là où il y a de plus en plus de dangers Hmm. euh, et ouais, de dangers, de menaces, de risques, d'incertitudes. Je crois que c'est Hmm. assez factuel. Euh, Ouais. Macron nous l'a rappelé la semaine dernière. Ouais. Et donc, bah, face à ça, déjà, ça augmente la vulnérabilité et du coup, bah, la part reptilienne de nous qui est en mode survie. Et donc, bah, ça augmente vraiment l'anxiété. Et il y a des raisons d'avoir peur. Hmm. Et donc, on a besoin de plus de soutien. Et donc, on est dans une phase bah, de sécurité. Donc, soit face à ça, on se ferme, soit bah, on peut On se reconnecte. aller se reconnecter Hmm. et se soutenir. Et, Hmm. et voilà, créons ça plutôt. Hmm. Et de mon expérience, c'est exactement ça. J'avais d'abord, je m'étais renseignée pour la CNV pour mieux me connecter aux personnes et créer encore plus des liens intenses en fait avec les personnes. J'ai eu énormément besoin de ça et c'était l'objectif de base. Et effectivement, en amont, du coup, il y a tout un travail de soi. Mais après le Covid, il y avait vraiment ouais, ce besoin fort en fait de recréer du lien, des connexions qui sont fortes, de partage d'émotions, de partage de Mm. bah, qu'est-ce que je vis en fait actuellement et pas des conversations de ouais ça va ouais ouais toi bah, le travail ouais ça va alors qu'en fait non Banal, ouais. ça n'allait pas quoi. Ouais. Ah, mais Donc pendant le Covid, tu sais, c'est le moment où j'ai lancé mon parcours coulisses ouais. d'initiation à la communication empathique, où on était du coup un petit groupe de 6-8. Et donc, j'ai initié, je faisais 5 ateliers, et puis après, il y avait même un parcours 2. Donc, il y a des personnes avec qui j'ai fait une quinzaine de sessions de découverte de soi par la CNV et par plein d'outils de coaching et d'accompagnement. Et donc, on avait nos petits îlots, là, 5 6 ou enfin de 6 8 personnes, à vraiment s'entraider et à être compagnons. C'était trop, trop, trop bien, trop doux. Et je le relance cette année, d'ailleurs. Je Ouais, pense que... d'ailleurs, si tu veux en parler un petit peu, j'ai vu passer pour ma part sur LinkedIn l'information, mais si tu veux nous en dire un petit peu plus. Ouais, bah, l'idée, c'est de faire un... En fait, je trouve ça frustrant parfois, les formations où tu vas une journée et après, tu es là, ah, c'était trop bien. Et puis après, bah, il n'y a plus rien. Et après, en fait, c'est juste que le quotidien revient au galop. On dit qu'il faut 21 jours normalement pour ancrer, tu vois, des habitudes. Donc, je crois vraiment que c'est vraiment plus impactant et plus transformant de faire des petites formations régulièrement que un jour d'un coup. Et donc, du coup, c'est ce que je fais en entreprise d'ailleurs. C'est aussi mon parti pris et dans les parcours que je propose. Et donc là, je vais lancer ça commence le 4 avril, un parcours, tu vois, de tous les vendredis de midi à 13h30, se retrouver avec 6-8 personnes pour apprendre à se connaître grâce à la CNV et à mieux dialoguer avec les autres. Et donc, c'est pendant 5 vendredis, pendant 1 heure et demie, à la fois un mélange entre de l'apport théorique, de la pratique, tu vois, d'introspection, puis d'échange à deux, puis un débrief en grand groupe. C'est pas de la thérapie de groupe, chacun partage ce qu'il a bien envie de partager. Et en même temps, c'est quand même un cercle de soutien et pour développer justement de la capacité d'auto-accompagnement, mais aussi grâce à la puissance, aux effets miroirs du groupe. Donc, je vais lancer ça. Si les gens sont chauds, je pourrais en lancer d'autres. C'est juste que c'est un casse-tête pour moi. Mais vraiment, je sais pas faire de la com. Et tu vois, et du coup, j'ai essayé de le relancer plusieurs fois et à chaque fois, c'est une grosse galère de trouver les gens dispo en même temps. Donc là, je tente une autre fois parce que pour voir si, parce que en fait, ça me manque trop, tu vois, parce que les gens qui le font parce qu'ils en ont envie ils vont beaucoup plus loin que ceux Ah qui bah le oui. font dans le cadre de Hmm. leur entreprise. Et puis, il y a un niveau de sécurité qui est beaucoup plus fort quand tu es avec des gens que tu Hmm. connais pas, en fait, Hmm. que Hmm. avec tes collègues.
Donc, euh, donc voilà, je relance ça en avril et puis je vais quand même tenter, peut-être avec des gens se sont déjà formés ou pas, une journée. J'ai déménagé à la campagne en fait, dans la forêt d'Auffargis et c'est un lieu parfait quoi, pour faire des balades empathiques, se reconnecter à soi et à la nature. Et donc je vais aussi faire le 21 juin une journée de reconnexion inspirée par un peu tout ce dont j'ai parlé là, la CNV, l'IFS, des choses comme ça. Génial. Voilà. Et bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais envoyer un message rassurant à ton toi du passé, tu lui dirais quoi? Bah, il y a une part de moi qui n'a pas envie parce que je suis contente en fait de ce qui s'est passé et des aventures extraordinaires, même si c'était parfois intense et dur bah, que j'ai vécu. Donc je suis pas sûre d'avoir envie vraiment de lui dire, mais du coup je peux lui dire depuis aujourd'hui parce que parfois les parts de notre enfance elles restent bloquées et elles agissent aujourd'hui. Bah oui, aujourd'hui j'ai envie de lui dire t'inquiète, tu mérites ta place. Euh, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et tu vas voir, c'est ouf, tu vas le découvrir dans ta vie et ça fait beaucoup, ça prend beaucoup moins d'efforts d'agir depuis un espace d'être qui est à l'intérieur de toi et que tu vas apprendre à découvrir petit à petit. Voilà. Trop Je sais pas bien. si ça Merci. résonne, si tu vois ce que je veux te Si, dire. c'est très En tout bien. cas, ma petite fille intérieure, elle voit, elle fait. Voilà. Trop bien. C'était le but. C'est le but. Eh ben, écoute Camille, merci, merci beaucoup pour ce partage, merci pour ton côté solaire aussi, c'était très chouette. Et puis bah, je te retrouve bientôt du coup. À bientôt. Salut. Merci beaucoup. Salut!